Alors, sans plus tarder, nous passons à la deuxième intervention de ce panel qui, justement, va évoquer, lui, le défi de la conciliation donc, entre souveraineté nationale et la coopération internationale. Donc, nous allons écouter ma très chère collègue de la faculté de droit de Sfax, donc la professeure Aïda Ertata. Alors, bonjour. Permettez-moi, chère présidente, chers amis et collègues, professeur Imen Bejab, permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de ce colloque, spécialement le laboratoire LASCAF, l'Observatoire de l'économie et spécialement mes chers amis et collègues, les professeurs Srayer Zakraoui, professeur Emna Farfer, pour m'avoir impliqué dans les travaux de cette manifestation portant sur une thématique aussi actuelle, aussi intéressante, aussi primordiale dans l'avenir de cette coopération, dans l'avenir de ce processus, à savoir la coopération fiscale internationale. Alors, objet de multiples comités d'experts, sujet récurrent de divers rapports et conclusions, dont le plus récent, la déclaration ministérielle de Rio de Janeiro de 2024, est thématique centrale de plusieurs rencontres et manifestations scientifiques, à l'instar de cette manifestation, la coopération fiscale internationale ne fait pas l'unanimité. Alors que certains contestent son principe en considérant l'impossible coopération fiscale et en plaidant plutôt pour une libre concurrence fiscale, et d'autres plus nombreux discutent de son cadre, de ses modalités, de ses techniques, elle apparaît l'issue incontournable conduisant à ce qu'il est convenu d'appeler le nouvel ordre fiscal international. Compétence des compétences, la souveraineté constitue pour Baudin l'attribut le plus puissant de l'État. C'est elle qui lui confère sa suprématie sur son territoire et sur sa population. Dans son étude annuelle de 2024 réservée à la souveraineté, le Conseil d'État français avait considéré que la souveraineté, c'est historiquement et juridiquement la capacité d'exercer le dernier mot, la liberté de choisir. Et souverain, celui qui dispose du dernier mot pour une population et un territoire donné sans dépendre d'aucune autorité supérieure. La souveraineté se définit dans sa dimension externe comme l'indépendance ou la non-suggestion à l'égard de notre État. Indissociable de l'État, c'est par elle que les États existent, se reconnaissent et s'autolimitent sur le plan international. Habituellement, on associe au terme, à l'expression souveraineté, des épithètes économiques, monétaires, douanières, politiques, fiscales, alimentaires, énergétiques et plus récemment numériques, pour affirmer la plénitude du pouvoir de l'État dans les domaines correspondants. La somme de ces souverainetés matérielles est pour certains égale et s'explique par la souveraineté tout court de l'État. Même si des recoupements évidents seront rencontrés, il s'agit dans le cadre de cette intervention de confronter la souveraineté tout court, au sens de la somme des souverainetés matérielles, à la coopération fiscale internationale. S'interroger sur la souveraineté et la coopération fiscale internationale revient en réalité à s'interroger sur l'impact du processus grandissant de coopération, incarné notamment par les travaux de l'OCDE et suivi par ceux de l'ONU, sur la souveraineté comme attribut essentiel des États. Il revient aussi à s'interroger sur l'objet, le champ et les techniques de plus en plus renouvelées de cette coopération internationale. De la lutte contre la double imposition, l'assistance internationale en matière de recouvrement,
passant par la lutte contre l'érosion des bases d'imposition, pour arriver à l'échange d'informations en matière fiscale et peut-être la prévention et le règlement des différends, la coopération s'assigne des objectifs axés sur les droits humains, ceux notamment d'une fiscalité plus inclusive et plus équitable. Le renouvellement de son objet, au gré des transformations économiques, politiques et technologiques, ne cesse de révéler l'incapacité variable des systèmes d'y résister, de s'y adapter et de leur souveraineté d'y résister. Le droit lui-même en pâtit, laissant la place à une sorte de gouvernance mondiale dite globale. Les institutions traditionnelles détentrices du pouvoir fiscal, notamment les parlements nationaux, semblent être suppléées par de nouveaux acteurs supranationaux. Fondée en 1961 et portant son nom, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE se présente comme un forum d'échange et de réflexion entre gouvernements. Outre son modèle de convention de non-double imposition, suivi d'ailleurs par plusieurs pays, elle est à l'origine d'autres accords et instruments internationaux, dont le plus marquant, les accords BEPS lancés par le G20. Jugeant que ces travaux ont encore conforté le statut des pays les plus puissants, récemment l'ONU s'est portée comme un cadre de négociation qui se proclame alternatif en faveur d'une convention cadre sur la coopération fiscale internationale. Concept central dans les relations entre nations, faisant référence aux efforts concertés des États, des organisations internationales et des acteurs non étatiques pour résoudre des problèmes communs et atteindre des objectifs partagés, la coopération fiscale, jugée incontournable dans un monde globalisé, semble confronter la souveraineté à des bouleversements profonds. Si la coopération apparaît dans un premier temps comme une expression de souveraineté, elle comporte, au fur et à mesure de son développement, des risques et des menaces pour la souveraineté. Donc, une expression de souveraineté, c'est ça mon premier axe. Disposant du pouvoir d'imposer, l'État est aussi titulaire du pouvoir de conclure des conventions internationales, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales. Corollaire de la souveraineté fiscale dont dispose un État, la liberté de conclusion des conventions par lesquelles l'État accepte de négocier ses règles d'imposition ou de ne pas exercer son pouvoir d'imposition à l'égard de personnes ou sur des bénéfices pouvant être rattachés à sa juridiction fiscale, est aussi une marque de souveraineté. La supériorité des règles contenues dans les conventions dûment ratifiées par rapport aux règles de droit interne, sous réserve de réciprocité, s'inscrit aussi dans cette logique. C'est ainsi que la Tunisie a recouru à la conclusion d'environ 58 conventions fiscales internationales visant à éviter la double imposition et portant assistance administrative en vue de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale internationale. Petit à petit, l'intensification des interdépendances planétaires ont poussé les États à une véritable guerre des taux d'imposition. La présence d'entreprises internationales, toujours plus importantes, et l'avènement des GAFAM ont démontré les limites de ces initiatives bilatérales et le caractère dommageable d'une concurrence fiscale exacerbée. En réaction, les États partenaires pratiquant des niveaux de fiscalité similaires ont recouru à des démarches conjointes au sein d'organisations internationales pour tenter de limiter l'évasion et de favoriser la convergence et d'harmoniser la fiscalité de ces multinationales. De longue date, donc, l'OCDE, appuyée par le G20 et le G7, a joué un rôle moteur
dans la standardisation des conventions fiscales internationales destinées à éviter la double imposition. En publiant dans un premier temps un rapport pour dénoncer la pratique de concurrence fiscale dommageable, l'OCDE a réservé son rapport d'étape de 2023 à la coopération au XXIe siècle, son rapport d'étape de 2024 à la coopération fiscale au service du développement. Face aux comportements fiscaux donc, des grands groupes et aux impacts de la digitalisation de l'économie, qui facilitent ces éléments-là facilitent les transferts des bénéfices dans des États à faible fiscalité, l'OCDE a conduit plusieurs chantiers visant à limiter les divergences d'interprétation fiscale et à réguler les transferts internationaux, dont le plus important, les actions en matière BEPS. Signataire de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS, la Tunisie a adhéré aux 15 actions BEPS. Par le décret-loi 12 du 10 décembre 2023, elle a approuvé cette convention permettant de transposer directement les résultats du projet BEPS dans son réseau de conventions bilatérales. En outre, la diversité et la complexité de plus en plus grandissant des schémas d'évasion à l'échelle internationale, en particulier par les grandes entreprises du numérique, ont poussé les pays de l'OCDE à repenser en profondeur la répartition de la substance imposable entre les juridictions, ainsi que son contrôle fiscal. Ce projet de l'OCDE repose sur deux piliers, pilier 1, pilier 2, dont a parlé déjà tout à l'heure professeur Zakraoui. Ces deux piliers, donc, la remarque, c'est que l'accord sur le pilier 1 peine encore à être trouvé par l'ensemble des pays signataires, notamment l'Amérique, l'Inde et la Chine. Le second pilier continue à être progressivement transcrit en droit national par les gouvernements des pays signataires. La Tunisie, quant à elle, elle s'est aussi engagée à mettre en œuvre la nouvelle norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale. Intégrée dans le cadre de l'article 17 bis et 17 ter du Code des droits et procédures fiscaux, à travers l'élargissement continu du droit de communication, l'échange d'informations à des fins fiscales est soit un échange sur demande, soit un échange automatique. La réception progressive en droit interne tunisien de ce dispositif s'est imposée suite au classement de la Tunisie dans une double liste noire à la fin des années 2017, celle du GAFI et celle du Conseil de l'Europe. L'échange automatique d'informations à but fiscal posera nécessairement des défis évidents à la souveraineté fiscale et numérique de la Tunisie ainsi qu'aux exigences de protection des données personnelles. Et donc, si elle constitue une expression de la souveraineté, en même temps, la coopération poussée à un certain degré et face à certains partenaires, certains participants, elle peut constituer une menace à la souveraineté. Inaliénable, absolue et indivisible, la souveraineté telle que perçue par l'auteur du contrat social est difficile aujourd'hui à se concevoir et à préserver. De plus en plus développée dans ses techniques, diversifiée dans son objet et contraignante dans les obligations mises à la charge des États, la coopération constitue une menace grandissante pour la souveraineté de l'État. D'ailleurs, s'il est établi en droit international qu'un État ne peut avoir de compétences d'exécution au-delà de son territoire, soucieuses de protéger la puissance de leur économie, les autorités américaines adoptent depuis plusieurs années des lois à portée extraterritoriale dans des champs aussi sensibles tels que la lutte contre la corruption dans les transactions internationales, l'application de la fiscalité personnelle américaine aux citoyens américains, Foreign Account Tax Compliance Act, la
le dispositif FATCA, la saisie de données numériques à l'étranger, le Cloud Act de 2018. Le dispositif FATCA, adopté par la Tunisie et ratifié par la loi organique 61 de 2019, qui impose à l'ensemble des institutions financières étrangères de communiquer à l'administration fiscale américaine les informations relatives aux comptes détenus à l'étranger par des personnes américaines, a activement contribué au passage à l'échange automatique dans le contexte multilatéral. Par ailleurs, en auto-limitant leur souveraineté par la conclusion de conventions bilatérales ou multilatérales, les États s'accordent sur des normes communes qui règlent des affaires fiscales internationales ou régionales. En acceptant le transfert de toute ou partie de leur souveraineté vers d'autres entités, généralement supranationales, les États semblent contribuer à la création de cet ordre fiscal commun. La gouvernance fiscale globale. Cette gouvernance fiscale globale constitue un mode de gouvernance à distance qui ne nécessite pas de moyens juridiques forcément contraignants, mais qui permet le pilotage des institutions et des services publics nationaux. Les États se rapprochent alors du régime juridique unique qui constitue le référentiel de base, favorisant ainsi la diffusion d'un modèle normatif unique à l'échelle globale. Contrairement à la coopération, qui consiste en une action de coordination entre les États, sans que leur souveraineté ne soit sérieusement altérée, l'uniformisation est une méthode assez contraignante dès lors que les nouvelles règles s'imposent, voire se substituent au droit national, et les États se trouvent en quelque sorte dépossédés de leur souveraineté. Au nom d'une justice fiscale mondiale proclamée, il est considéré qu'une fiscalité appliquée à l'échelle mondiale permettrait la prise en charge par l'ensemble des citoyens du monde les effets négatifs de l'activité économique et une préservation des biens publics nationaux tels que le climat, la biodiversité, les ressources naturelles. Une sorte de course en vue du pilotage de ce système fiscal mondial prend de plus en plus place. L'enjeu est important, faire de l'ONU l'instance de régulation fiscale véritablement inclusif ou confirmer le leadership d'une OCDE de plus en plus contestée en matière de gouvernance fiscale. Il est à remarquer que cette concurrence normative globale est de nature à fragiliser les ordres juridiques nationaux en les mettant sous la pression des opérateurs économiques et d'indicateurs émanant d'organisations publiques ou privées et affecter par conséquent le consensualisme des États, voire leur souveraineté. En notant aux États leur puissance normative, cette coopération agressive, dirais-je, qui s'opère entre entités excessivement inégales, constitue un danger sérieux pour la pérennité et même pour l'existence de certains systèmes de pays en développement. L'exercice par les États de leur souveraineté est même aujourd'hui remis en cause par de nouveaux acteurs disposant d'une puissance considérable, comparable, voire même supérieure à celle des États, à savoir les GAFAM, désormais les MAMA. Au-delà de leur capitalisation boursière, compte tenu de leur maîtrise d'un certain nombre d'infrastructures stratégiques, les géants du numérique conditionnent à certains égards la continuité des États, voire même leur sécurité. Ils sont en effet les destinataires de 80% des flux Internet, dominent le marché des câbles sous-marins par lesquels transitent 99% des échanges des données sur le plan mondial. Compte tenu de leur place centrale, de la place centrale que ces géants
occupe désormais à travers les réseaux sociaux comme espace privilégié d'expression publique, se pose de plus en plus la question cruciale de la dépendance des États par rapport à ces entreprises, c'est-à-dire, pour reprendre les expressions du Conseil d'État de 2024, la façon de préserver la souveraineté numérique face à la montée en puissance d'une certaine forme de souveraineté du numérique. En définitive, métamorphose, reconfiguration, recomposition, altération, déclin, perte, diraient certains. Autant d'expressions utilisées pour décrire l'état de la souveraineté à l'ère de la coopération fiscale internationale. Et là, la question qui se pose, est-il possible, ou du moins est-il opportun pour un pays comme la Tunisie, dont le taux de croissance, notamment pour 2025, devrait atteindre 2,5 selon les prévisions du FMI, de récuser le processus au nom d'une volonté de préserver sa souveraineté? Réclamer une souveraineté externe alors même que la pression et la fraude fiscale interne ne cessent de s'amplifier et la qualité des textes fiscaux ne cesse de se dégrader est pour le moins anecdotique. La souveraineté est l'aboutissement naturel d'un développement économique, d'une modernisation administrative, d'une performance institutionnelle, d'une implication citoyenne, mais surtout d'une volonté et d'une visibilité politique. La souveraineté de l'État ne se décrète pas. Merci pour votre attention. Je vous remercie, très chers collègues, pour cette présentation là aussi très claire et très critique, hein, puisque nous avons ici la vision de l'universitaire qui est assez critique. Donc, on a entendu des termes très percutants, hein, puisque vous évoquez donc les menaces à la souveraineté, des États dépossédés de leur souveraineté. Vous parlez d'une coopération agressive, vous utilisez le terme danger. Donc, on a vu ici que notre cher collègue donc, a essayé d'évoquer les défis et les dangers, je dirais, hein, de cette coopération internationale, la souveraineté fiscale des États du Sud, bien évidemment. Et bien évidemment, à travers ces paroles, nous avons pu comprendre les défis et les dangers pour la Tunisie.